Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Nélina, l'animatrice de ce podcast. Pas comme toujours accompagnée de 2 personnes, Aurore qui fait des petits bisous au micro. Coucou. Et Tomelk. Salut tout le monde. Voilà, on est en équipe réduite, un épisode un peu spécial, mais bon, c'est l'été, c'est juillet, donc voilà, j'espère que vous nous en excuserez. Et puis, c'est le lieu et le temps pour découvrir une autre dynamique entre nous 3. Voilà, un épisode sur le désir aujourd'hui. Est-ce qu'on commence directement avec notre question d'introduction ? C'est quoi, Aurore ? Quelle est la première chose que vous avez, le premier souvenir que vous avez d'un désir ? Alors, c'est pas forcément un truc sexuel, mais juste un truc que vous avez voulu très Vraiment fort, désiré, que vous avez quoi. vraiment désiré. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut commencer, Tomelk ? Allez, je sais pas si c'est le premier désir que j'ai eu, je pense pas, mais spontanément j'ai pensé au petit Tomelk, 7 ans, qui avait très 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 envie d'avoir la même Game Boy que son cousin et qui n'osait pas le dire. En fait, j'osais pas le dire à mes parents, donc c'est un désir matériel, quoi. C'est un peu bête, mais j'aimais bien y jouer quand mon cousin venait chez moi ou quand je le voyais chez ma grand-mère. Et je pense que ça a pris des mois et des mois avant que je puisse le dire et que je me retrouve à pleurer dans un magasin à dire oui, mais j'osais pas le dire. Mais oui. Mais ça, et c'est ma mère horrible. qui me dit mais t'es raisonnable, vas-y, tu peux pour une fois, tu peux demander un truc. J'ai passé mon enfance à ça, à pas oser demander des trucs, et du coup tu fais grandir la montagne, et quand tu le demandes, c'est le drame, quoi. Genre, c'est comme dire à quelqu'un que t'as envie que ce soit ton amoureux, et genre tu mets énormément de temps, et après c'est de pire en pire. Enfin, ouais. Ah, mais c'est trop mignon qu'elle était là en mode mais t'es raisonnable, tu peux, quoi, que c'était tout à fait à ta portée comme désir. Exactement. En réalité. Trop marrant. Ok. Aurore ? Alors moi, je me souviens qu'en maternelle, je crois que c'était ma première ou deuxième année de maternelle, il y avait la classe, il y avait je sais pas si c'était une cabane, il y avait un étage en fait, c'était une classe duplex quoi. Et j'avais très envie de monter. En fait, c'était une espèce de cabane, je sais pas trop, c'était un espace de repos, enfin voilà. Et j'avais très envie de monter dans ce truc et je ne l'ai jamais fait. Je n'osais pas. J'étais pas, je sais pas, personne m'avait dit, bah si, viens, je sais pas, T'as pas été initiée à la cabane et du coup, non. T'arrivais pas à prendre l'initiative. Bah non, ça me semblait assez inaccessible et donc je rêvais de monter dans ce truc, mais je ne l'ai jamais pareil, fait. un désir accessible, mais qui semblait sur le coup complètement personne hors de m'avait portée. invité. C'est intéressant, cette similarité. De mon côté, j'ai grandi en banlieue strasbourgeoise. S'il y a des gens qui ont grandi en banlieue strasbourgeoise, ils sauront peut-être de quoi je parle. Et à un moment, je me rappelle que j'avais vraiment très, très, très envie, et vraiment, je désirais très fort d'aller à Toubitouba, qui était, vous savez, ce genre de parc, pas parc d'attractions, mais en mode lieu de jeu en intérieur pour enfants, dans lequel potentiellement tu peux faire des anniversaires et où tu as des toboggans et des trucs pour grimper, des piscines à boules. Ouais. Ça m'a fait douter de ma propre appellation. Mais ouais, et en fait, je me rappelle même que c'était au point où j'avais prié Dieu et je savais que c'était pas bien parce qu'on m'avait appris à l'école du dimanche pour les enfants qu'il fallait pas prier Dieu pour des trucs en mode matériel ou des trucs en mode égoïste, en mode aller à Toubitouba, c'était pas une raison suffisante pour prier Dieu, plus ou moins. En tout cas, c'est ce que j'en avais compris. Et j'étais là, je sais que c'est pas génial que je te fasse cette prière, mais j'aimerais quand même vraiment que mes parents m'emmènent à Toubitouba. Voilà. Ils t'y ont emmené ? Mais je sais pas, en plus, j'y suis déjà allée pour des anniversaires et tout, donc pareil, peut-être un désir accessible où je suis même pas sûre d'avoir formulé la demande à mes parents. Je voulais juste que ça me tombe dessus divinement, que mes parents, ils arrivent vers moi et qu'ils soient là en mode « Allez, aujourd'hui, on va à Toubitouba ». Est-ce que c'était quand même un peu un truc de grands événements, en mode on n'y allait pas forcément tous les samedis, quoi. Déjà, parce que ça doit être trop chiant pour les parents, espace intérieur rempli d'enfants. Le cri d'enfants.
Ouais, de cris d'enfants, et puis après ils pleurent, et puis ils sont... Mais ce que j'adore, c'est bloqués. retourner dans ces endroits-là quand t'es adulte, parce que quand t'es petit, ça te semble énorme, Mais gigantesque, c'est le paradis, et puis en fait, quand tu deviens adulte, t'es Mais surtout, c'est super glauque, c'est souvent des énormes hangars avec des trucs un peu défraîchis qui ont l'air marrants, et en fait, je crois qu'avec une vision d'adulte, t'es un peu en mode, oh là... Et après, t'es dans des salles sans lumière pour fêter des anniversaires avec un gâteau et quelques bougies au un milieu. gâteau un peu dégueu, Ouais, en c'est ça. poudre. Ah, mais je me rappelle, j'ai le souvenir du gâteau à Toubitouba, quoi. Voilà. Il y avait des super popcorn et c'est là où j'ai découvert que j'aimais les popcorn salés parce que mon oncle en avait pris. Voilà. Mon oncle qui a 2 ans de plus que moi, c'était plutôt comme un cousin. Tu rajoutes une info. Oui, non, mais parce que- Oui, parce que ton oncle à Toubitouba, on l'imagine différemment du coup. aussi. En soi, en réalité, je me dis, ça c'est vraiment mon besoin de vérité parce qu'on aurait pu croire que c'était mon oncle qui m'y Et avait c'était emmené. le frère de en ta mère réalité. ou de ton père? C'est le frère de mon père, voilà. C'est le demi-frère de mon père. Voilà, bon, vous avez toutes les infos. Et c'était mon grand-père qui nous y avait emmené. Voilà, je me rappelle très bien de ce moment où j'ai découvert avec plaisir le popcorn salé. Et franchement, sa supériorité au popcorn sucré, j'irais même jusqu'à dire. Voilà. Mais je vous propose... mes comparses ne sont pas d'accord. On en parlera. Très bien. Ah, mais on va parler de films, c'est bien. Et vous saurez, avant qu'on parle de films, que du coup, pour aller au bout de l'anecdote des pop-corn, moi maintenant, si je demande des pop-corn au cinéma, je demande salé en bas et sucré en haut, parce que je trouve que ça, c'est la meilleure combinaison. Tu commences par le sucre, et quand t'es un peu écœuré du sucre, tu passes au sel pour compenser, et ça, c'est vraiment incroyable. Et il y avait des gens qui savaient pas qu'on avait le droit, donc sachez-le. Il ne Vous avez s'arrête le pas. droit. Bon, ok. Allez, c'est bon. Je vous fais mon introduction sur l'épisode du désir. C'est pas une raison pour taper sur son micro d'impatience. Je te vois. Donc, j'ai vu il y a pas longtemps le film Challengers du réalisateur. Il est italien, donc aidez-moi, vous les Italiens au fun film. Il s'appelle Luca Guadagnino. Luca Guadagnino. Ok, merci. Pas mieux. Pas vu, il faudrait que je le voie écrit, mais c'est où? Ouais, Guadagnino. 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 Ok. Et du coup, c'est un film qui est sorti assez récemment au cinéma, qui n'y est plus si vous nous écoutez maintenant, mais peut-être qui est en VOD, bref. Et où on y voit la place du désir dans le domaine du sport. Il paraît que ce réalisateur, dont je ne redirai pas le nom, parle beaucoup du désir au travers de ses œuvres cinématographiques. Moi, je n'ai vu que ce film-là. Et ça parle beaucoup de ce film, de comment ce désir qu'on met dans le sport est redirigé quand c'est plus possible potentiellement de le diriger dans la pratique sportive. Ici, on parle de tennis et en gros, un des personnages se blesse, un des personnages ne réussit pas à être au niveau professionnel où il aimerait être et le dernier doit à un moment veut prendre sa retraite et du coup, chacun de ces personnages a un moment où le sport lui apporte pas exactement tout ce que la personne voudrait et du coup, ici, ce désir, il est redirigé, il prend la forme d'un triangle amoureux entre ces 3 protagonistes complètement sulfureux et infernal qui dure pendant des dizaines et des dizaines d'années, quoi. C'est vraiment à n'en pas finir. Et du coup, on suit ces trajectoires et aussi notamment ce triangle amoureux et ce lien avec le sport pendant des dizaines d'années, quoi, dans ce film. Et du coup, ça m'a fait réfléchir de nouveau à la notion de désir et à la place dans ma vie. Bon, déjà, pour les petites définitions de ce que c'est désirer, le petit Robert dit que désirer, c'est tendre consciemment vers ce que l'on aimerait posséder. Et selon Larousse, désirer, c'est souhaiter pour soi ou pour autrui la possession, la réalisation, la jouissance de quelque chose. Et du coup, j'ai réfléchi à la place que le désir prenait dans ma vie et réalisé de nouveau à quel point c'était quelque chose de moteur. C'était un moteur majeur et viscéral pour moi. Et pour moi, le désir, j'ai fait inventé une métaphore du désir comme étant de l'eau et que le désir, c'est une eau qui jaillit avec un assez grand débit, en tout cas c'est comme ça que je le vois pour moi, et que ça peut sortir ou par un robinet qu'on a savamment installé ou par une fuite d'eau de la machine à laver qui casse l'ensemble du parquet de son séjour. Voilà, c'est pas une histoire vécue. Et du coup, c'est une énergie qui est présente dans tous les domaines de la vie, quoi. Enfin, je vois comme une force, présente dans tous les domaines de la vie, et c'est ce que dit aussi ces définitions, et aussi dans la vie amoureuse et sexuelle.
Et je voulais revenir à l'épisode de la drague, si vous l'avez écouté, sinon je vous conseille, où je disais que j'avais régulièrement des obsessions pour des personnes sans jamais rien tenter pour, qui me plaisaient, voilà, sans jamais rien tenter pour dire à la personne qu'elle me plaît ou quoi. Et c'est souvent dans des cas de figure où la personne n'est pas disponible, ou moi je n'étais pas disponible parce que j'étais en relation exclusive à l'époque de certaines de ces obsessions. Et du coup, dans l'épisode sur la drague, je dis que je faisais ça parce que c'est une aversion au risque, parce que d'un côté, ça laisse ces fantasmes dans ma tête. Et vu que je me dis, l'autre est pas disponible et où moi je suis pas disponible, du coup je ferai jamais de pas vraiment risqué vers la personne. Tout peut rester dans ma tête et du coup je ne suis pas face au rejet puisque la personne ne dit non à personne. Enfin, personne potentiellement ne dit je ne suis pas intéressée à l'autre et que j'ai peur de ça. Mais je me rends compte que ces obsessions, c'est aussi nourrir dans ma tête ce que je vis pas dans ma vie. Et je vois bien comment, pour moi, ça a aussi la question du désir dans ma vie amoureuse et sexuelle. Ça rejoint beaucoup mes questions sur la non-exclusivité et comment je me rends compte que quand j'ai la possibilité de vivre mon désir avec plus d'une personne, quand j'en ai envie, ça donne la place à cette énergie de circuler, quoi, plutôt que de rester emprisonnée dans ma tête. Et que c'est quelque chose pour moi, en tout cas dans cette saison de ma vie, qui me plaît ou qui me permet de vivre librement et de laisser cette énergie avoir la profusion qu'elle veut avoir. Donc, c'est conceptuel et assez large comme sujet, mais j'avais envie d'ouvrir une discussion avec vous sur cette énergie de désir et de comment elle s'exprime ou ne s'exprime pas au travers de plusieurs références, situations de vie, exemple, matière. Voilà. Est-ce qu'on commence tout de suite avec une première partie pour parler plus de désir ? Ça vous va ? Bon. Oui. Aurore. Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède ? Est-ce qu'on invente 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 l'eau tiède ? Ouais. Alors moi, donc j'ai lu plusieurs trucs sur autour du désir. J'ai lu Désirer à tout prix de Tal Madesta. J'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu ? Un truc de Frédéric Lenoir. Un truc, c'est vraiment de ce livre-là dont je vais vous parler. Je dis un truc, c'est... Pour pas parler de l'amour de ma vie, je dis un truc. Alors, Le désir, une philosophie de Frédéric Lenoir. Et j'ai commencé Le désir, l'enfer de l'identique. Alors, je vais massacrer son nom. C'est un Allemand, mais qui a des origines coréennes. Donc, c'est Byung-Chul Han. Voilà. Ah, l'allemand, je pourrais prononcer. Ouais, mais là, non. Ok. Et je vous parle du livre qui m'a le plus enthousiasmée. Enfin, j'avais envie d'un peu, de explorer voir ce qui se racontait à propos du désir, ce que les gens pensent. Et je trouve que c'est le livre de Frédéric Lenoir qui m'a le plus... j'en suis ressortie avec de la positivité, alors que les autres m'ont un peu plombée. Donc, je vous parle de celui-là parce que je trouve que c'est plus sympa en général d'être content. Très bien. Parle-nous-en. D'accord. Donc, en fait, il fait un peu... Et tu peux nous dire, c'est de la philosophie, c'est ça ? Oui, donc il est philosophe et écrivain. Et donc là, il nous parle en fait du désir. Il fait un... je n'ai même pas fait une licence de philo, donc je serais pas capable. Enfin, je pense que. Mais une licence de psychose que les gens confondent souvent. Ouais, finalement, l'un dans l'autre. Ouais. Oui, non, rien à voir. Et donc je pense que, j'imagine qu'il a sélectionné des idées qui allaient avec son envie de dire quelque chose de positif, parce qu'après, par exemple, en lisant l'allemand coréen, il y avait il parlait de gens qui étaient quand même beaucoup moins positifs autour du désir et un peu voilà. Mais donc, il trace un peu un historique d'idées autour du désir, de comment est-ce qu'il faut le réguler, est-ce qu'il faut le supprimer. Et après, il y a une partie de son livre où c'est un peu des conseils pour vivre et en reprenant des... C'est un peu appliqué, quoi. Mais comme c'est une application très... c'est un peu... Il n'y a pas de levez-vous le matin à 7h, buvez un verre d'eau avec du citron dedans. C'est perso complet, mais comme par exemple Charles Pépin qui a un podcast de philosophie et qui peut à des moments aussi parler de la vie. Enfin, des fois, les liens entre philosophie et son application et un tout petit peu dev perso sans vraiment aller dans ce champ-là, il y a des liens, quoi. Oui.
Et oui. Donc pour commencer, peut-être l'étymologie du mot désir. On en a déjà parlé à un moment, mais je trouve que c'est intéressant d'en reparler parce que il y a deux interprétations vraiment opposées de l'étymologie du mot désir. Donc ça vient du verbe latin desiderare, formé à partir de sidus, sideris, qui désigne l'astre ou la constellation d'étoiles. Donc la première possibilité d'interprétation, ça serait desiderare comme cesser de contempler l'étoile. Donc il y a un côté déboussolement, ne plus se perdre en mer, enfin le marin qui se perd en mer parce qu'il trouve plus l'étoile. trouve plus les étoiles. L'étoile du désir. Et donc l'être humain qui ne contemple plus les choses célestes, qui se perd un peu dans le côté très matériel et terrestre de la vie. Ou alors le désir, comme ce qui nous libère du fait d'être sidéré. Donc la sidération, pour les Romains, c'est le fait de subir l'action funeste des astres, mais ce qui va nous remettre en mouvement, ce qui va nous permettre de quitter cet état de sidération, c'est le désir, qui est moteur de l'action, qui est une puissance vitale. Et donc, dans son livre, en fait, il y a vraiment ces deux visions, c'est opposé du désir, le désir un peu manque et le désir moteur. Énergie vitale, ouais. Donc, ouais. Alors, est-ce que je parle de ça, de l'amour-désir? Parce qu'il y avait aussi ce truc, les trois, l'éros, la philia et l'agapé. Oui, il y a différents types de désirs. Bah, vas-y. Ça, c'est l'amour-désir. Ouais. Parce que là, je reste un peu dans l'Antiquité. Donc, si on veut parler du désir dans l'Antiquité, on peut parler d'Aristote, pour qui il n'y avait qu'un seul principe moteur, qui était la faculté désirante. Et donc, pour lui, donc, il était assez différent des autres penseurs de son époque, qui, eux, étaient vraiment dans un modèle du désir manque. Pour lui, au contraire, c'est notre âme, notre faculté désirante, qui fait que l'homme trouve la joie et le bonheur, tout ça. Et il a aussi parlé de l'amour... de l'amour et du désir, en parlant de l'éros, la philia et l'agapé. Donc, l'éros, c'est le désir manque, la philia, c'est l'amour amitié, et l'agapé, c'est vraiment la dimension ultime de l'amour, c'est l'amour, comment on dit, inconditionnel. Ah oui. Un peu la mère pour son enfant, où il n'y a vraiment pas d'attente. De réciprocité. Enfin, c'est inconditionnel. C'est l'envie. Ouais, voilà. Finalement, c'est le bon mot. Envie de donner sans recevoir. Oui. Donc, l'éros, on peut aussi le décrire comme le désir de posséder. La philia, c'est le désir de partager. Et l'agapé, le désir de donner. Et donc pour lui, tous les trois coexistent dans la relation amoureuse. Mais ce que j'aime bien dans le livre, c'est que vraiment ça sort beaucoup c'est qu'on sort du désir amoureux et on parle vraiment du désir au sens large. Mais bon, je pense que c'est pas si mal oui, c'est très chouette. de rappeler, les trois. Oui. Et donc ce désir manque, c'est quoi? Donc pour la science, en fait, c'est vraiment autour du circuit de la récompense, donc la partie intérieure du cerveau, le striatum qui s'occupe de vraiment la motivation, la mise en action. C'est quelque chose qui est sans limite, en fait. Il va toujours nous pousser à chercher plus de plaisir à travers des renforçateurs primaires, et ça ne nous dit jamais stop. Et on est configuré, en fait, pour toujours en demander plus, même quand nos besoins en soi sont remplis, sont satisfaits. Et notre cortex, qui est la partie superficielle où il y a toutes les petites circonvolutions là, la raison, en fait, il est au service du striatum. Donc c'est un peu la raison qui va essayer on va essayer de se raisonner pour se dire en fait si, il faut que je bouffe parce que tu vois, c'est un peu pas contre-intuitif, mais c'est essayer de rationaliser un truc de donner du sens à ses désirs. Désirs. Donc en fait, même la raison, elle est là pour servir le désir de acheter une nouvelle voiture et se dire mais oui, j'en ai vraiment besoin. Élaborer un chemin qui permet d'assouvir. Oui, de valider. C'est un peu côté, finalement, on n'est qu'un pantin. Un pantin de ses désirs. Un pantin de ses désirs. Donc ça... Pour voir plus autour de le cerveau humain et son lien avec le désir, vous pouvez lire Le bug humain de Sébastien Boller. On vous mettra évidemment les refs en bas. Oui. oui, bien sûr. Et donc voilà, plus un avantage est éloigné dans le temps pour le cerveau, moins il va avoir de valeur pour notre c'est cerveau. Le truc, c'est cette idée désir court terme vs désir long terme, en mode on a plus envie de scroller des réels sur Instagram que... de lire un livre. Ouais, par exemple. Après, il y a ces expériences qui sont assez amusantes du marshmallow, où ça, c'est
Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Walter Michel. Donc c'était vous avez un petit enfant, vous lui dites je te mets un marshmallow devant toi, je vais m'en aller. Si tu ne manges pas le marshmallow, quand je reviens, t'en auras d'autres. Et les enfants, vraiment les petits, ont tendance à ne pas savoir s'arrêter. Il y a des vidéos très drôles où vraiment on les voit, il y en a qui lèchent le marshmallow, qui en bouffent un petit bout et qui le retournent. Enfin, c'est très drôle. Et donc, il a fait ça avec des enfants. Et puis après, il a fait des protocoles plus élaborés autour de l'argent, du genre, t'as une somme maintenant, ou alors... Et en général, les expériences avaient tendance à montrer que les gens choisissaient plutôt les bénéfices court terme. Et en fait, ce serait plutôt un environnement favorable qui nous permettrait, grâce à la réflexion du cortex, à repousser des occasions de satisfaire nos envies primaires ou les besoins court terme. Il faut avoir confiance en l'avenir, avoir une certaine stabilité, prévisibilité ou une espèce de foi en la vie pour accepter de ne pas avoir que le court terme et oui. Parce que ça implique potentiellement un peu plus de souffrance, parce que ça veut dire pour un truc long terme qui peut être cool, potentiellement le court terme, c'est pas faire un truc super fun. Et du coup, si on n'a pas confiance que on vit demain, pourquoi faire des choses pas fun finalement, par exemple. Ouais. Mais après, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que donc il y a des philosophes qui vont parler de différents types de désirs et de se dire qu'il faut dépasser la frustration de désirs court terme ou de désirs manque autour de la sexualité, enfin le sexe, mais vraiment côté bête et méchant, la nourriture, les plaisirs court terme, quoi. Donc la question, c'est aussi, est-ce qu'il faut réguler le désir ou est-ce qu'il faut le supprimer ? Donc il y a... plusieurs écoles. Donc, il y a ceux qui veulent plutôt modérer le désir, comme Aristote et Épicure, et ceux qui pensent que le problème vient du désir lui-même et qu'il faut l'éliminer ou le transformer, un peu comme les stoïciens ou dans le bouddhisme. C'est ça qui nous fait souffrir de désirer, finalement. Voilà. C'est l'ataraxie Oui, c'est dedans. C'est écrit quelque part. Bravo. On est dans ça. L'état que personne n'a jamais atteint. Peut-être, si, je sais Chez pas. les stoïciens. C'est la tranquillité de l'âme, oui. Ouais, le renoncement. Et donc, par exemple, pour Aristote, pour lui, donc c'est notre âme, c'est le fait de désirer notre âme qui désire, qui va mobiliser notre raison pour la mettre en mouvement et notre volonté pour lui donner la force de tendre vers le bien. Donc finalement, la raison seule, elle générerait pas l'action. Je trouve ça intéressant de voir ça comme ça. Et après, il y a Épicure, à peu près au même moment. Alors, je trouvais ça intéressant aussi de lire sur lui, parce qu'on a tendance à penser que Épicure, c'est... Ah oui, c'est épicurien, donc profiter de tous les plaisirs de la vie. Ouais. Et tout, Alors que c'est pas tout à fait ça. En fait, il a été calomnié à son époque. Alors, son école, c'est très joli, ça s'appelait le Jardin, et Aristote, celle d'Aristote, c'était le lycée. Et donc, en fait, les gens ont dit qu'il faisait des orgies, des trucs comme ça, alors que pas du tout. Alors, donc, Épicure, lui, il distingue les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, comme une cuisine raffinée, un habitat très confortable, et des désirs non naturels et non nécessaires, qui sont le pouvoir, la renommée et le luxe. Et donc, pour Épicure, il suffit de poursuivre les désirs naturels et nécessaires pour être heureux. Les désirs naturels et non nécessaires, on peut les rechercher, mais avec détachement. Et il faut vraiment éviter de poursuivre les désirs non naturels, notamment la gloire et la richesse, qui sont difficiles à obtenir et qui, de toute façon, génèrent beaucoup de soucis et de frustration. Donc pour lui, c'est vraiment les plaisirs simples, accessibles et de qualité qui sont importants. Et c'est la sagesse pratique, la phronésis, qui nous aide ainsi à discerner les désirs qu'il est bon de poursuivre et ceux qu'il vaut mieux abandonner. Donc ça, c'est pour les anciens qui veulent réguler le désir. Et ceux qui veulent se libérer du désir, donc c'est par exemple les stoïciens. Donc le stoïcisme, pour ceux qui veulent se la péter, ça a été fondé par Zénon, qui est un chypriote, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et comme il était chypriote, il n'était pas trop aimé par les Grecs et les... Voilà. Donc lui, donc la pensée stoïcienne, elle repose sur l'idée d'un univers... je vous fais vraiment un cours de... Allez hop, bachotage pour le bac. On a des lycéens en terminale. En plus, oui, c'est très bien, ça sort quand ça sort en juin. En juillet, Pour ça le sera trop tard. Merde. Ouais, pour le rattrapage. Parce que c'est vraiment un des sujets, j'ai l'impression que le désir, c'est vraiment un peu c'est un des thèmes, des grands du lycée, thèmes du lycée. Ouais. Lycée, école de... Aristote. Alors, la pensée stoïcienne, elle repose sur l'idée d'un univers parfaitement ordonné. J'aime bien ce côté, la personne est vraiment... Alors, la pensée stoïcienne, elle repose sur... c'est un peu comme Spinoza, quoi, qui est très... la vie, c'est comme ça. Alors, la pensée stoïcienne repose sur l'idée d'un univers parfaitement ordonné, le cosmos, par une raison divine universelle, le logos, à laquelle l'être humain est relié par son logos personnel. Donc, je trouve ça assez joli comme
façon de... En fait, ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est que ça fait un peu te dire « Oh, d'autres gens pensent un peu des trucs que toi tu peux ressentir ou dire ah des gens qui n'étaient pas si cons le pensent aussi, donc peut-être que c'est possible. Alors il y a aussi donc pour les stoïciens une loi de causalité universelle qui fixe le destin de tous les êtres et que ils sont convaincus que le monde est bon et que tout concourt au bien des êtres, même si nous n'en avons pas conscience. Et donc, il y a 2 objectifs à l'éthique stoïcienne, l'autonomie, la liberté intérieure et la tranquillité de l'âme, l'ataraxie, donc la paix intérieure. Et pour eux, le désir, c'est le principal obstacle à l'accomplissement de ces objectifs. Donc, vraiment le donc contraire. l'inverse, quoi. Voilà, l'inverse. Le désir, en effet, il affecte l'âme, il la soumet, c'est une passion. Le désir est une maladie, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit il ne s'agit plus de désirer le monde, mais de le vouloir, de désirer manger, faire l'amour, apprendre ou s'améliorer. Non, mais il faut le vouloir. Ok. Donc si tu le désires, ça va pas, mais si tu le veux, il faut le vouloir. Ok, wow. Donc en fait, quand on est l'ordre du désir, on est soumis au désordre des pulsions et des appétits, qui restent difficilement maîtrisables par la raison. Donc il faut remplacer le désir par un vouloir rationnel. Ouais, genre pragmatique, ouais. Ouais. C'est ça, rationnel, ouais. Ok. Et toujours dans ceux qui veulent se libérer du désir, on peut parler un peu du bouddhisme, des bouddhistes. Donc Siddhartha Gautama, ou le Bouddha, l'éveillé, donc lui, il apparaît quand au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc eux, les stoïciens, ils veulent éradiquer le désir en soi. Le bouddhisme, lui, il veut plutôt éteindre la soif liée au désir. Donc ce qu'il faut supprimer, c'est pas le désir, mais l'attachement qu'on a à ce désir. Ok. Donc c'est apprendre à désirer de manière détachée, sans avidité, sans convoitise, sans attente. Et donc ça mène pas à l'obsession, à la tâche, à l'obsession, à la possession. C'est cohabiter pacifiquement avec son désir. Quoi. On est là en mode tu es là. Comme on accueille toutes les émotions, c'est genre en mode je te vois, hop, tu es une petite bulle et je décide d'agir rationnellement. Voilà. Et donc désirer de manière détachée, sans avidité, sans convoitise, sans attente, parce qu'une fois qu'on a la chose, si elle s'en va, on peut être dans la douleur, il faut être dans le moment présent. Et donc là, maintenant, je vais vous parler plutôt de Spinoza. J'aime beaucoup Spinoza. Je vais me faire un t-shirt. T-shirt j'ai découvert ça, que j'aimais beaucoup Spinoza. Donc un des concepts clés de Spinoza, c'est le conatus, ou l'appétit. Et donc pour Spinoza, le désir est l'appétit avec conscience de lui-même. Et le désir est l'essence même de l'homme. Donc le désir en soi, il est ni bon ni mauvais, c'est une force qu'il faut cultiver pour nous sentir de plus en plus vivants, pour augmenter notre puissance d'action et pour grandir dans la joie. Et surtout, il y a ni la volonté ni la raison ne peuvent venir à bout d'un vice profond, d'une addiction ou de quelque chose qui nous met dans la tristesse, parce que ce sont des facultés de l'esprit. Et les facultés de l'esprit, elles ne peuvent pas à elles seules lutter contre la puissance des affects. Pour cela, il faut mobiliser le désir qui engage la totalité de notre être, et donc à commencer par les sentiments et les émotions. Et donc pour lui, la vérité capitale, c'est qu'un sentiment ne peut être contrarié ou supprimé que par un sentiment plus fort que le sentiment à contrarier. Ça me fait penser, c'est le lien avec les addictions. Il y a un livre qui s'appelle, je sais plus son nom, mais genre en mode, à la fin de ce livre, vous arrêterez de fumer, qui est vraiment, une méthode qui est très connue et qui marche apparemment très bien pour arrêter de fumer. Et où, en fait, on t'explique tellement de choses qu'à la fin, c'est ça l'idée, mais c'est l'idée de pas mal aussi de thérapie, coaching et tout, c'est de créer un désir plus grand que le désir d'arrêter de fumer. À la fin de ce livre, il est tellement fort que ça amène à arrêter de fumer, quoi, en tout cas pour... Et je vous passerai le lien, mais vraiment, il marche bien. Et je pense que ça marche vraiment sur ces ficelles-là du désir plus fort dont parle Spinoza. Oui. Et donc, c'était quelque chose que je trouve, moi, qui m'a beaucoup parlé, en tout cas, cette idée de pas être dans le raisonnable, mais chercher un autre truc plus grand que ce désir qui n'est pas assouvi et qui te rend triste, ou un autre truc à réaliser qui est plus grand et plus fort. Ça me parlait beaucoup. Donc voilà, ce qui est moteur du changement, c'est le désir et l'affect qu'il mobilise. Donc pour Spinoza, le désir, ça peut nous permettre d'augmenter la joie, l'amour, la puissance d'action, la création, et qu'il faut quand même se concentrer sur les bons désirs, qui sont ceux qui augmentent la joie. Et le meilleur moyen de changer, c'est de désirer ce qui nous comble. C'est intéressant, le fait de rattacher désir à joie ou désir à autre chose. J'ai l'impression que moi, dans ma vie, je vois, et ça peut être un même désir, mais des moments où c'est rattaché à beaucoup de joie, ou des moments où c'est rattaché à peut-être des énergies plus basses ou plus négatives, ou je sais pas, enfin à autre chose que à cette joie-là, quoi. Ouais. Et donc Nietzsche, ensuite, lui, il est assez... Il emprunte à Spinoza toujours cette idée un peu de la force désirante, le conatus, qui va le pousser à grandir, à prospérer, à dominer aussi, à agir. Et donc pour lui, c'est une volonté de
de puissance. Et donc lui, il est vraiment contre toutes les philosophies et les religions qui sont donc ascétiques, qui veulent réduire ou éradiquer le désir. Pour lui, il faut pas éradiquer le désir, mais il faut le spiritualiser, l'embellir, un peu le transcender. Le transcender, voilà. Et s'attaquer à la passion, ça serait s'attaquer à la vie, à sa racine. Voilà. Alors, il admet que pulsion, désir, passion peuvent nous avilir, mais que donc voilà, il faut les spiritualiser, embellir, élever par la raison. Donc c'est ça, c'est un combiné désir et raison par les affects les plus nobles, l'amour, la joie, la gratitude. Donc ça revient. Il ajoute à la joie. On est là en mode joie, amour, gratitude. Oui. C'est ça qu'il faut ressentir en lien avec nos désirs. Et donc il a un autre concept que je trouve intéressant. L'idée de surhomme et du dernier homme. Donc pour lui, le dernier homme, c'est un homme du ressentiment, de la négation de la vie, parce qu'il ne veut en conserver que l'agréable et le confortable. Il ne sait ni créer, ni aimer, ni désirer, même si on n'en a pas toujours conscience, car il croit aimer la vie, puisqu'il vénère la santé et c'est très long tout ça. Donc Nietzsche, en fait, bon, pareil, il condamne le désir manque, et la seule poursuite du plaisir, mais comme Spinoza, il affirme que le désir est nécessaire parce que c'est vraiment une puissance et une puissance, et que c'est quelque chose qui nous permet de poursuivre et de créer la joie. Et que dit notre cher philosophe contemporain sur ces conseils? Est-ce que tu as... Frédéric Lenoir, ouais. Il est assez. En fait, je pense que ce qu'il dit, c'est aussi à travers cette sélection qu'il a dû faire, parce que donc voilà, comme je dis, moi, je pense qu'il y a plein d'autres auteurs qui ont dû parler du désir, et je trouve que son avis, il est aussi dans sa sélection des idées qu'il a prises, et ça va beaucoup dans suivre les désirs qui sont mus par des choses plus grandes que soi. Il parle beaucoup de la religion, et il parle de Jésus, et je me dis, Jésus est un brave type. Enfin. Non, mais Jésus est très sympa. Je vais pas faire de prosélytisme. Oui, je trouve que c'était assez intéressant parce qu'il parlait vraiment de la religion juive, ou dans comment dire. Dans la religion juive, il y a vraiment la peur qui meut beaucoup les hommes et qui les incite à à suivre une morale condamnée, alors que Jésus, lui, il est plus dans l'amour, plutôt que donc faire les choses par amour plutôt que par peur et crainte d'une punition, ou voilà. Et je trouvais ça assez intéressant. Même comme si idée. Je trouve qu'on a toujours des religions modernes, pour être protestante, je l'ai dit, qui, quand on parle de la manière dont on voit le désir, sont quand même encore beaucoup sur comment on réfrène, en tout cas, certains désirs, et sur une version de le désir c'est mal, et il faudrait quand même mieux s'en sortir pour, en tout cas, certains points de sa vie, notamment sexuels, comme toujours. Bah oui. Voilà. Oui, ça c'est. Pour lui, justement, dans le bouquin, il distingue beaucoup ce que dit Jésus et ce que l'Église. On dirait qu'en fait, c'est pas un bon chrétien, en fait, c'est le noir. On sait pas. Pourquoi ? Non, parce que là, plus ton propos passe, plus on est là en mode, est-ce qu'à la fin, on te dit de rejoindre la religion ? Ah non, pas du tout, parce qu'il parle des religions, mais après, à chaque fois, il laïcise un peu certains propos en disant, finalement, peut-être qu'on peut le prendre, l'adapter. Ah ben, les religions, c'est comme la philosophie, c'est des socles. Ouais. Et donc, grosse idée importante, c'est pour mener une existence juste et bonne, nous devons mettre de la conscience sur nos désirs. La conscience sur les désirs. Ouais. Très bien. Un mot de fin ? Moi, à la fin, je me sentais un peu illuminée en me disant « Waouh, faut suivre la voie de l'amour, c'est la vérité !» Et donc... Jesus Christ. Non, non, pas Jésus, pas forcément. Mais c'est intéressant de voir que il y a des réponses. Il est pas tout seul dans sa bulle, Jésus. Oui. Trop bien. Voilà. Je trouve que ça nous rafraîchit la mémoire pour nous qui sommes potentiellement mortels. 10 ans. Non, retour au lycée, ouais. Ouais, 10 ans du bac, ish, quoi. Enfin voilà, un peu moins, un peu plus pour selon qui autour de cette table. Donc c'est vrai que c'est chouette de se replonger dans ce que ça veut dire le désir philosophiquement. Je sais que ça m'avait beaucoup intéressé. Enfin, de toute manière, j'adore la philo et ça m'avait beaucoup intéressé comme sujet. Voilà, si vous êtes trop proche du bac, c'est peut-être des mauvais souvenirs, là, vous êtes là en mode arrêtez, parlez-moi d'autre chose, mais bon. Ça va permettre aussi d'être un socle pour notre conversation à suivre. Je vous propose qu'on passe à ma partie, à moins que... Non, tout va bien. Tout va bien. On passe à ma partie,
qui est pour le coup une rave party. Rêve parti. Alors, moi, je vais vous parler d'un autre film, et je me rends compte que, en vrai, j'aime beaucoup les films et aller au cinéma, que j'en ai pas tant parlé dans ce podcast. Donc, cet épisode est l'occasion de vous parler d'un autre film. Et ce film, c'est Les Proies de Sofia Coppola. C'est un film que j'ai vu quand il est sorti au cinéma en 2017. Qui est un film parce que quand on enregistre, le Festival de Cannes est en cours, qui a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2017, ou voilà, dans ces eaux-là, qui est un film avec notamment, je donne le nom des adultes, je suis agiste, parce qu'il y a 7 personnes dans le film, en gros, enfin, qui sont les personnages principaux, mais 4 rôles d'adultes, qui sont par Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning et Colin Farrell. Voilà. Gros casting. Gros casting, effectivement. Voilà, c'est un film dont je vais vous donner le pitch. No spoiler dans ma rubrique, donc voilà. C'est pendant la guerre de sécession, dans le sud profond, et il y a un pensionnaire de jeunes filles qui est donc habité par encore que quelques femmes qui sont en gros la tenante des lieux, enfin l'héritière des lieux, qui est une des institutrices, une autre institutrice, ça c'est vraiment les 2 rôles d'adultes, et après quelques jeunes filles, 5 jeunes filles plus ou moins enfants, ados, jeunes adultes, qui en gros avaient un peu nulle part où aller de mieux pendant cette guerre de sécession, où leurs parents se sont dit que c'était le plus safe qu'elles restent ici et tout. Donc elles vivent complètement en huis clos, avec on entend les bombes au loin, et elles sont dans leur... à l'époque bon, on n'entend pas les bombes. Les canons. On entend les canons au loin. En tout cas, ça fait boum au loin, quoi. Voilà. Et du coup, elles sont vraiment en huis clos dans cette grande demeure, très belle par ailleurs, que entre femmes. Et en fait, à un moment, une des enfants va se promener dans la forêt un peu plus loin pour chercher des champignons. Et elle tombe sur un soldat blessé du camp adverse. Et il lui demande de l'aider. Et du coup, elle le ramène dans le pensionnat et il soigne le soldat. Voilà. Et du coup, le soldat reste un peu dans ce pensionnat. Et du coup, c'est vraiment un film qui parle énormément de désir, mais comme tous les films de Sofia Coppola, et qui en fait là parle de cet homme qui arrive dans cette maison de femmes qui potentiellement depuis quelques années n'ont vu aucune figure masculine dans leur vie, à part quelques soldats qui passent et repartent, quoi. Et où là cet homme arrive, en plus Colin Farrell est très beau donc voilà, et tout le monde est très beau d'ailleurs dans ce film. Et voilà, et c'est comment ça disrupte un peu, enfin sa présence change quelque chose, trouble ce huis clos de femmes, quoi. Et du coup, c'est un film qui est assez en miroir pour ceux qui l'auraient vu au premier long métrage de Sofia Coppola qui s'appelle Virgin Suicides, qui est aussi un huis clos, avec là pour le coup c'est une fratrie, pour le coup une soro, je sais pas comment on dit, enfin c'est des sœurs quoi, adolescentes, que les parents très chrétiens, là on parle vraiment du désir, de supprimer le désir, ils les voient devenir ados et potentiellement désirer mais la vie quoi, potentiellement une entrée en sexualité, mais même juste les plaisirs de la vie et de l'adolescence au sens plus large, et du coup ils sont là en mode non, on va protéger nos filles du désir et de l'extérieur, et du coup ils les séquestrent à un moment donné chez elles, et du coup avec pareil ce huis clos et ce désir supprimé, en tout cas qui ne peut pas, qu'on empêche de s'exprimer, quoi. Et là c'est un peu pareil, quoi. J'aime trop ce film parce que déjà je voulais vous dire, je l'ai revu et en fait il se trouve sur Netflix. Ça c'est déjà une bonne information préliminaire parce que du coup c'est sur une plateforme de streaming, donc c'est cool. Ce film, c'est quelque chose qui m'a réconciliée avec les films historiques parce que moi je suis très contemporaine dans mon goût pour le cinéma et aussi la littérature. J'aime bien des choses qui se passent maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, potentiellement dans un monde que je connais. Enfin voilà. Pas très aventurière, et surtout pas très aventurière au niveau des époques. Et là, je me disais, waouh, c'est un film où je me suis dit, ça a trop d'intérêt, le contexte historique, parce que ça présente la force de ce désir qui ne peut pas s'exprimer d'une manière qui est vraiment particulière, quoi, qui...
qu'on pourrait replacer peut-être dans une réalité contemporaine d'une autre manière, mais où là, vraiment, ce contexte de guerre de sécession, de pensionnat, avec ces deux femmes, ces jeunes filles un peu laissées à elles-mêmes, aussi dans tout ce contexte un peu d'ennui, en même temps de peur, de guerre, enfin voilà, ça s'exprimait vraiment très bien. Voilà, donc je trouve que c'est en fait... Et là, j'ai revu ce film et ce que je suis vraiment très heureuse, c'est que ça m'a fait le même effet. Parce que des fois, on adore un film, surtout au cinéma, c'est pas pareil de le voir sur le grand écran. Et on le revoit quelques années après et on est moins convaincu. Et là, j'en ai été tout aussi convaincue. Je trouve qu'il y a vraiment une tension, mais une tension ténue, qui est là pendant tout le long du film et qui me parle énormément. Ce qui est aussi trop intéressant, c'est si vous connaissez l'œuvre de Sofia Coppola, il y a énormément de musique normalement et de grande musique pop dans son œuvre. Là, il n'y a aucune musique et les seuls moments de musique, c'est les moments où les filles et les femmes chantent ou font de la musique. Et c'est toujours des moments un peu de fête et des moments où la tension est à son apogée. Après, la tension s'exprime de manière évidemment très différente selon l'âge. Et les âges sont très bien respectés, on va dire, dans le fait que pour les plus jeunes, c'est pas du tout. Il y a une envie de plaire. Il y a d'autres. Ça se joue à des niveaux très différents. On va dire que les trois, femmes qui sont vraiment un peu en compétition et dans un désir qui s'exprime vraiment de manière sexuelle, c'est les deux institutrices et la plus jeune des pensionnaires qui est Elle Fanning et qu'on imagine toute jeune adulte, quoi. Il y en a une qui, j'ai l'impression que, il y en a une où il n'y a pas du tout d'enjeu avec lui. Je me souviens. Non, il y a des enjeux avec. Il y a des enjeux avec tout. Il y a des enjeux avec tout le monde, mais c'est juste que ça se place à des niveaux différents. Oui. La fillette de 10 ans, c'est pas le même rapport. Ah oui, il y a une fille de 10 ans. Ouais, je me souviens. Oui, en fait, il y a vraiment des enfants, et c'est pour ça que je voulais placer. Il y a pas. En fait, le désir prend plein de formes, et ça peut être un désir de plaire, un désir de trouver une figure paternelle, pas là, le fait que ça change, quoi, que d'être entre. Enfin, c'est aussi un étranger, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arrive dans cette maison. Ça crée un nouvel objet. Il y a un nouvel objet et il y a plein de désirs différents qui se portent sur lui, quoi. Qui s'expriment. Alors, il paraît qu'il faut absolument pas voir la bande-annonce parce que j'ai vu des critiques qui disaient que, en fait, quand on voit la bande-annonce, on a l'impression que ça va être full horreur alors qu'en fait, ce qui est incroyable et ce que j'adore dans le film de Sophie, c'est un huis clos, quoi. Dans les films de Sofia Coppola, c'est que c'est très lent, mais au final, c'est pas si. Ça parle beaucoup de l'ennui, ces films. Oui, et des routines et de quelque chose de très contemplatif et tout, mais où je trouve que là, il y a des gens, je sais pas, Le Monde disait, parce que j'ai lu des critiques en mode c'est peut-être un peu trop discret ce désir, et moi je trouve que c'est parfait comment ça s'exprime de manière vraiment par petits points, parce qu'en plus c'est aussi des femmes très chrétiennes qui font la prière tous les soirs et tout, où on est là en mode c'est bien, c'est mal, je ne dois pas, donc avec tous ces enjeux aussi de religion qui s'ajoutent au lot, quoi. Donc, et puis en plus c'est l'ennemi, c'est l'étranger, c'est l'homme, et c'est l'homme qui est potentiellement aussi une menace, et on voit que quand il y a des soldats même alliés qui viennent faire un tour, la grande gouvernante, elle dit aux filles de pas se montrer, et elle dit à un moment du film en mode je ne veux pas éveiller le trouble chez eux, donc on voit aussi toute la menace que c'est d'être un endroit de femmes au beau milieu de la guerre, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant. Et comment le désir aussi est de plein de formes, parce que lui aussi, il a un rôle avec le désir qui est intéressant, qui est peut-être un désir de vivre, comment il s'en sort de cette situation où il est prisonnier et qu'il doit faire peut-être en sorte qu'elle ne le balance pas à leurs soldats alliés. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qui se jouent, mais dans quelque chose de très lent, et en même temps c'est que 1h30, donc très lent mais contenu par le temps. Et j'ai pas vu, mais en fait c'est une adaptation d'un livre qui a déjà été adapté, j'ai oublié le nom du réalisateur, avec Clint Eastwood en principal rôle par Don quelque chose. Bon, je le mettrai en note. Et du coup, j'aimerais bien voir cette version-là, et il paraît que ça approche c'est un pendant un peu féministe, parce que dans le film de base, Clint Eastwood prend toute la lumière, et du coup, il y a vraiment le côté en mode masculin, on va dire, alors que là, c'est vraiment le regard, il dit c'est le regard de l'homme sur les femmes, alors que là, c'est le regard des femmes sur l'homme, et c'est intéressant de voir aussi tous ces enjeux de pouvoir, et à un moment aussi ces inversions de rôle, parce que lui, il est blessé, et elle le soigne, et ont le pouvoir un peu dans leur maison, peuvent l'enfermer dans sa chambre, genre au début, parce que c'est un étranger. Enfin voilà, il y a aussi tout ça qui se joue. Donc voilà, un film que je vous conseille, que j'ai vraiment adoré, et qui, je trouve, parle très bien,
comme les autres œuvres de Sofia Coppola, de désir et de désir qu'on n'exprime pas comme on aimerait l'exprimer. On imagine que dans un autre monde, ces femmes et même jeunes filles, dans une autre approche de désir, auraient beaucoup plus de choses qu'elles pourraient faire pour aller dans le sens de désir qui apporte de la joie, de l'amour et de la gratitude. Mais dans cette époque et avec ce contexte-là, c'est un peu plus compliqué. Et tu disais que c'était un regard plus des désirs féminins sur l'homme, Ouais. mais il y a aussi un discours sur son désir à lui dans ce film, ou pas forcément, c'est un peu un point aveugle? Oui, il y Parce que a... je l'ai pas vu. Ouais, il y a aussi un rapport sur son désir à lui, et avec après aussi des rôles potentiellement genrés qui se replacent, et puis aussi plein d'autres désirs, en mode le désir de vivre, de survivre, le désir, il y a plein d'autres choses qui y jouent, mais on voit aussi son désir à lui. Mais je peux vous dire, franchement, une des premières scènes qui ne spoil rien et que je trouve hyper forte, c'est du coup, comment elle s'appelle ? Nicole Kidman, qui est incroyable, comme tout le monde et comme toujours Nicole Kidman, qui qui le soigne et après qui le lave. Et on voit quand elle le lave, elle doit même s'arrêter. Et on voit vraiment là un désir très clair où elle doit s'arrêter parce qu'elle est là en mode oula, mais ce corps d'homme que je lave et que ça crée des émotions en elle, mais vraiment qui la dépasse, quoi. Un peu écho à un film que j'aime beaucoup avec Nicole Kidman et avec Tom Cruise. C'est au même, je crois. Plus vieux, ouais. C'est Horizon lointain. Ok. C'est c'est pas Eyes Wide Shut. Ouais. C'est un truc où c'est pareil, c'est une jeune femme dans une famille très riche en Irlande, et lui c'est un jeune Irlandais, il fuit, c'est le problème pour le des coup, terres, c'est tout aussi ça. un jeune Irlandais là. Et en fait, il se retrouve, je sais plus trop comment il se retrouve, mais blessé dans le jardin de la famille qui le recueille et qui Vraiment des histoires très miroirs. un peu. Et sauf que là, c'est la jeune, quoi. Et donc, t'as Tom Cruise qui est nu sur son lit et sa mère, la mère de Nicole Kidman le lave et lui dit, écoute, c'est pas un truc pour une jeune fille, voilà. Et elle met une espèce de bassine sur le sexe de Tom Cruise pour pas que sa fille le voie. Et t'as un moment où elle se faufile dans la chambre et on la voit soulever le truc et regarder avec fascination. Et donc, ça me rappelle un peu. Ça me fait penser Non, à mais cette c'est scène. vrai que c'est des scènes assez miroirs. Là, on Ouais. voit, elle laisse le linge sur vraiment sur le sexe et on voit qu'elle nettoie à côté, mais que vraiment, elle est dans une tension, mais vraiment en mode, je pourrais faire potentiellement même des choses pas légales, quoi, genre en mode, parce qu'il est complètement inconscient à ce moment-là, cet homme. Voilà, donc vraiment, ouais. Très, très pertinent. Et moi qui ai beaucoup réfléchi et qui ai réfléchi aussi en intro à où ce désir va, le fait que le désir, il va forcément quelque part et que peut-être on peut cultiver des désirs qui sont nobles, avec plus de joie, j'en sais rien, en tout cas qui est des désirs joyeux, des désirs qui vont vers l'amour et tout machin, mais qu'en tout cas le désir pour moi c'est une force qui est là et qui est forte, et que si on l'adresse pas d'une manière, elle va rejaillir autrement, et que là où elle a vraiment tellement peu de place pour exister, on voit vraiment toute la tension qui se crée, quoi. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et Virgin Suicide, je me demande aussi si c'est le cas, parce que pareil, vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Bah ouais, moi j'ai envie de les voir maintenant. Très bien, ça me fait plaisir. Et je trouve, je l'ai pas dit parce que je sais pas si c'est important pour le propos, enfin en tout cas j'ai pas un œil assez aiguisé, mais la photographie est magnifique. C'est que du clair-obscur, c'est toujours très sombre, mais C'est même très avec... moite aussi dans l'ambiance, comme c'est le... Ouais. Ça doit être la Louisiane, j'en sais rien, un Ouais, truc comme c'est ça. vraiment le Sur le sud-sud, bayou, quoi. donc tout le monde est un peu en sueur tout le temps. Mais en même temps, c'est aussi très lumineux. On voit toujours les grands piliers hyper, je sais pas, qui font un peu gréco-romain devant cette demeure. Enfin, je sais pas, vraiment la photographie est magnifique. Et je trouve ça trop intéressant, j'y reviens parce que la musique, c'est un truc important pour moi, que normalement, Sofia Coppola, elle est vraiment en train de saturer ses films de musique, et j'adore ça chez elle. Et je trouve ça hyper intéressant dans ce film qui exprime peut-être un des plus le désir de manière tellement ténue et contrariée, et en conflit, mais en même temps dans une guerre toute un peu silencieuse, quoi, en tout cas à bas mot, et que du coup elle fait le choix de ne mettre à peu près aucune musique. Et du coup, quand on sait ça d'elle, quand il y a des petits moments musicaux, ils sont d'autant plus forts parce qu'on est là en mode ah ouais, et ils sont hyper, je trouve, adaptés ou en concordance avec ce qui se passe dans le film.
Est-ce que ça enfin, juste comme ça, quoi, mais ces films, est-ce qu'ils ont stimulé ton désir ou bien ils t'ont fait avoir des réflexions, etc. ou pas? Ouais, non, mais là, même de revoir ce film, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans la tension, mais potentiellement un peu comme des romans à l'eau de rose où tout ce qu'on te fait attendre, c'est que les protagonistes couchent ensemble et du coup, c'est le seul fil rouge et on fait juste tenir ton désir sur ce truc contrarié ou qui n'arrive pas, où il y a des quiproquos et tout. Bah là, en réalité, dans cette tension permanente, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu viscéral. Après, peut-être parce que c'est quelque chose qui me touche aussi et ça s'exprime pas de manière très forte, mais je trouve que c'est vraiment en mode en tout cas, c'est pas un film, moi, qui me laisse insensible, où je me dis, du coup, c'est traité d'une manière tellement subtile qu'en fait, il se passe rien, quoi. Je trouve que ça crée beaucoup d'imaginaire. Enfin, en tout cas, que moi, ça a accompagné mon imaginaire autour du désir, quoi. Mais je trouve, après, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de ces films qui parlent pas mal du désir manque, je trouve, mais qui peut pas laisser la place au désir puissance parce que t'as pas l'espace pour, ou parce que le désir manque, il prend trop de place. C'est tout le temps dans cette contrariété, quoi. Il y a Virgin Suicide, il y a Lost in Translation avec cette histoire d'amour qui a contrarié aussi au Japon entre, je sais plus tout, mais Scarlett Johansson et je sais plus le mec et tout. Enfin, Marie-Antoinette ou un film là, j'ai plus le titre. The Bling Ring. Oui, voilà. Oui, The Bling Ring, c'est des meufs qui dévalisent des maisons de stars avec tout ce désir aussi du luxe, de posséder, d'avoir une vie qu'on n'a pas. Non, c'est clair que c'est vraiment toujours d'une manière assez douloureuse ou dans l'ennui, ou dans la moiteur de l'été. Enfin, c'est toujours exprimé de manière, ou dans des huis clos, enfin voilà, ou de posséder des choses qu'on n'a pas. C'est jamais. Et puis, j'ai pas vu ces 2 derniers films, mais le dernier, c'est Priscilla qui explique une vie de star, mais complètement où rien ne va, où les gens ils sombrent que dans des addictions et les gens meurent et les gens. Enfin voilà, c'était la femme de Elvis Presley. Ah oui. Voilà. Et du coup, c'est un biopic sur la vie de la femme d'Elvis Presley. Et c'est que, genre, tout est horrible. Là, quand ils disent, je sais pas quel courant, en mode, faut pas désirer le luxe parce que ça fait que avoir des soucis. Vraiment, ce film, c'est ça. C'est en mode, tous les désirs qui vraiment en mode, ou avoir accès à des désirs qui font que te faire sombrer, quoi. Enfin, c'est une histoire vraie, mais qui est assez dramatique. Mais j'ai pas vu le film. Sur toute cette cinématographie de Sofia Coppola qui a fait vraiment, je crois, 8 longs métrages, donc c'est assez facile. Je trouve que jusqu'à ces 2 derniers films, je les avais tous vus parce qu'elle est vraiment vite cochée. T'es là en mode, j'ai vu tout Sofia Coppola, quoi, genre, en plus de bien l'aimer et de me rendre compte que je l'ai aimé notamment, je pense, pour son traitement du désir, rétrospectivement. Ouais, c'est accessible pour avoir de tout voir. Je crois qu'il m'en reste 7. Ah, allez, tu t'y mets ce soir, demain. Bon, est-ce qu'on passe à notre dernière partie? Allez, c'est parti. Omelk. Le message de Santé publique France. Comme d'habitude, hein, j'ai mis mes petites lunettes et j'ai lu des articles de sociaux. En fait, l'introduction de Lélina m'a fait penser à, comment dire, j'ai eu envie de penser un peu l'inverse, quoi. Et si ce désir n'existe pas, en fait, dans notre société, comment ça se passe? Et du coup, j'avais envie de parler d'asexualité et des injonctions au désir sexuel. Pour le coup, là, je me suis vraiment recentré sur le désir sexuel. Ouais. Dans notre société. Et il y a 2 séquences récentes qui m'ont un peu interpellé, quoi, dans les médias, dans les trucs que j'ai vus. D'abord, je vais parler de Thibaut InShape, le youtubeur muscu. Again. Le top 2 France de YouTube, qui a invité le 12 janvier une sexologue un peu problématique, mais assez symptomatique en fait des normes sociales sur la sexualité actuelle, encore dans notre société, et notamment dans les rapports hétérosexuels. C'est la sexologue qui est problématique. Ouais, lui aussi, mais bon, bref. Il a choisi une sexologue qui est du même bord politique que le sien et les gens qui le regardent, quoi. Ouais, le problème, c'est que ça a été vu par des millions et des millions de personnes plutôt jeunes qui s'interrogent sur leur sexualité et qui, du coup, peuvent prendre pour argent comptant ce qui a été dit. Et en l'occurrence, il y a une question qui a été particulièrement relayée, la réponse de la sexologue. La question, c'était à quelle fréquence il faut avoir des rapports sexuels dans son couple pour être heureux dans son couple.
Et elle, en fait, sa réponse a été assez catégorique en disant qu'il fallait avoir des rapports une fois par semaine au grand minimum. Elle a dit ça sans avoir un mot sur les notions de consentement ou de dire qu'il fallait que ce désir soit mutuel. Comme si c'était une règle intangible. Oui, que tu peux avoir des phases aussi. Ouais, c'est ça. dans le Ouais. couple ou de... Puis là, ça donne une injonction, t'es là en mode, Il y allez, a plein de... il y a qu'à. C'est vraiment une norme assez Oui, stricte quoi, qui a oui. été mise en Et que avant. potentiellement, c'est la grande question de te dire, ah bah si c'est pas toutes les semaines, mon couple va mal. Exactement. Ouais. Et du coup, autre séquence que j'ai vue aussi donc, ces derniers mois, c'était donc de l'autre côté du spectre, une intervention donc, d'Anna Mangeot, je ne sais pas si vous la connaissez, Non. qui est dans l'émission d'Actu 28 minutes sur Arte, donc en février. C'est une influenceuse qui a écrit un livre sur son expérience en tant que personne asexuelle. Et elle tentait du coup sur le plateau de 28 minutes d'y rendre audible son vécu en tant que personne asexuelle et de donner de la visibilité aux personnes qui, comme elle, s'identifient à la sexualité. Et elle est engagée donc dans une relation de couple et elle se présente comme tout à fait épanouie et heureuse, et même sans respecter du coup le conseil de la sexologue de Thibaut. Et on n'a pas de raison de mettre en doute sa parole, quoi. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à avoir envie de la croire. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller creuser un peu sur la sexualité qui, en fait, pour faire simple, désigne une communauté d'individus qui témoignent d'une absence d'attirance sexuelle pour autrui. Ça serait donc une orientation sexuelle, même si ça fait débat, mais voilà, on va peut-être pas entrer dans ces détails-là. En tout cas, ça rentre dans la communauté aussi LGBTQI+. Ça fait débat aussi. Ah oui. Mais en tout cas, ouais, si dans sa version la plus dans sa version élargie, ça entre. Ça y entre. Ouais. Mais donc, c'est une orientation sexuelle sans objet de désir. Et donc le terme ace ou asexuel en français leur permet donc de mettre un mot sur leur absence d'attirance sexuelle pour les autres, leur non-besoin sexuel ou désintérêt pour l'activité sexuelle. On pourra peut-être creuser dans le live ces notions, les débats, etc. si on veut, mais là c'était pas trop le sujet selon moi. Et ce qui m'a intéressé, en fait, c'était de me demander à quels besoins répondent aujourd'hui la revendication de l'orientation asexuelle et les tentatives de rendre plus visible cette identité depuis quelques années. Donc, j'ai trouvé dans les articles que j'ai lus d'abord des choses sur Internet, en fait, à partir des années 2000, avec la création du site, du site Haven. Donc, c'est asexuel. Asexual Visibility and Education Network. Waouh, Voilà. cet accent. Ouais. Créé en 2001 aux États-Unis. Puis en France, du coup, l'équivalent qui est l'Association pour la visibilité sexuelle, donc AVA, en 2005. Asexuel, du coup. Asexuel, qu'est-ce que j'ai dit ? Sexuel. Ah, pardon. L'Association pour la visibilité asexuelle. En 2005 donc. Et puis il y a eu des choses un peu plus récentes, donc ces livres, ces passages dans les médias qu'on voit un peu plus récemment. Un personnage aussi dans Sex Education dont le coming out asexuel a été mis en scène. Donc ils sont de nouvelles figures un peu d'identification aussi, quoi. Et donc pourquoi des individus et maintenant des collectifs ne trouvaient pas leur place dans les normes sexuelles actuelles ont eu besoin de construire cette nouvelle catégorie à laquelle s'identifier. C'était la question que je m'étais posée. Et je suis tombé sur l'article de Zoé de Hori Oui. qui a été publié par la revue Mouvement. Tu connais ? Bah, je connais cette personne. D'accord. Enfin, je la suis sur les... Enfin, je Ok, la connais ok. pas personnellement, non. Oui. Et du coup, l'article qui est revendiquer la sexualité, une résistance aux injonctions sexuelles. Point d'interrogation. Et du coup, ça dit que la revendication des personnes asexuelles déplace en fait la ligne de partage habituelle entre sexualité libérée et entravée, et entre la vie de plaisir et la misère sexuelle, quoi, qu'on a tendance à opposer. Et eux disent en gros que ils peuvent être tout à fait épanouis sans avoir justement de désir sexuel pour autrui. Et c'est... Oui, voilà, et qui a une vision du désir qui va bien avec ses propos de ou avoir désir joie, ou par rapport à la sexualité on se dit je peux explorer mes désirs sexuels et tout, et d'une idée d'une libération sexuelle, ou à l'inverse une suppression du désir en mode c'est très mal de désirer, en tout cas dans certains contextes et tout. Et là ça déplace complètement
cet angle de vue sur ces enjeux-là, quoi. Où j'aime bien me dire que peut-être que c'est un désir, il y a quand même du désir, mais c'est peut-être un désir de non-sexualité. Enfin, il y a toujours, parce que pour moi, vraiment, quelqu'un qui n'a aucun désir, en ultra général, c'est quand même un truc assez mortifère. Je pense qu'on parle plutôt d'un désir qui s'oriente pour d'autres choses. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de l'intégrer dans notre discussion plus large. Bon, on n'est pas concerné, mais plus large du désir, qu'évidemment, en fait, on désire plein de choses. Enfin, on désire plein de choses dans la vie et que le désir ne se limite pas au désir sexuel et que c'est d'autant plus intéressant à rappeler dans ce cadre qu'on est là. C'est pas parce que il y a un non-désir ou un autre désir ou d'autres désirs plus grands quelque part qu'il y a absence de désir pour... Et puis c'est très large en plus, large, parce qu'il y a des gens qui vont me dire j'ai pas forcément de désir pour une personne, mais avec moi-même je peux avoir une forme de... En plus c'est très vaste. En fait, il y a même des personnes qui continuent à avoir une sexualité occasionnelle en se disant asexuelle. C'est clair que c'est un spectre. En fait, c'est une identité. C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les détails, parce que c'est assez mal défini, mais aussi parce que c'est très subjectif et c'est lié à la propre... c'est un ressenti, quoi. C'est autodéterminé, quoi. Beaucoup, peu... il y a un spectre, en fait. Et il y a aussi tout ce qui est demi-sexuel, etc. Oui, après, il y a des... qui disent j'ai peu de désir sexuel, mais j'ai quand même de l'attirance romantique pour d'autres personnes, etc. Oui. Il y a des formes où on peut se dire c'est que si c'est vraiment cette personne que j'aime vraiment très fort, ça peut être ok, mais toutes les autres non. Il y a aussi d'autres spectres qui se font autour de demi-sexualité ou quoi. Mais en gros, ce qui rassemble les personnes asexuelles, c'est qu'elles ont peu ou pas de désir sexuel et que du coup, elles répondent pas à cette injonction avoir une sexualité et d'être actif en sexualité, etc., etc. Et quand tu parlais de libération sexuelle, moi, ça me faisait penser à Eva Illouz, qui est une sociologue franco-israélienne qui souvent en fait dit que la libération sexuelle a été à double tranchant pour les femmes, évidemment très positif parce qu'elle leur a permis de vivre une sexualité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus épanouie, avec beaucoup moins d'interdits et de répression. Mais pour autant que ça a créé de nouvelles injonctions, en fait, celle d'être une femme épanouie parce qu'une femme active en sexualité, qui vit ses désirs, etc. Oui, je pense une injonction à être dans cette... Et je pense qu'on en avait parlé, et ça va un peu avec ces propos de cette sexologue d'Antibo Shape, mais que là j'entends un peu des darons être là en mode assez jeunes, qui ont plus beaucoup de sexualité, qui sont plus si libres, et enfin voilà, d'avoir aussi je sais pas, une vision de peut-être les 68 arts qui sont là en mode assez jeunes, qui ne sont plus libres, alors qu'on est là en mode c'est aussi... Après il y a plein de facteurs qui rentrent il y a eu par exemple le Covid, les écrans, il y a plein de... Et après à l'opposé aussi des gens qui reconnaissent mieux leurs désirs et savent dire... il y a plein... il y a plein de... dire non, il y a plein de trucs qui rentrent. Mais qu'il y a aussi c'est la question de comment on sort aussi. Tout peut créer de nouvelles injonctions, et cette libération sexuelle, on se rend de mieux en mieux compte que c'était le cas aussi, quoi. Et ce que nous disait donc il y a un sociologue qui s'appelle André Bégin, qui est cité par Zoé Dehory, qui dit qu'on est passé en fait d'un contrôle répressif de la sexualité à un contrôle essentiellement pédagogique. C'est-à-dire qu'avant, on traitait les perversions sexuelles, et puis donc les femmes notamment qui avaient trop de désirs, on essayait de les réprimer un peu. Si on avait des désirs incontrôlés, on allait se confesser, je sais pas, le dimanche ou bref. Prêtre, et on est là en mode j'ai péché. Exactement. Mais maintenant, dans cette idée de société sexuellement libérée, on traite plutôt les dysfonctions sexuelles. On a plutôt une approche un peu médicale ou psychologique de ces dysfonctions, de ces écarts à la norme en fait sexuelle, et notamment des gens qui ont moins de désir. Et on apprend en fait aux gens à bien désirer, à être fonctionnels pour le sexe, en fait, pour participer à cette société sexuelle. Et parce que en fait le désir et l'accomplissement de ces désirs sexuels est la voie de l'épanouissement, quoi. C'est évident. Donc en fait on en est là, et d'ailleurs il y a le concept de santé sexuelle qui a été ratifié par l'OMS en 1975, et celui de droit à la sexualité.
qui sont en fait qui deviennent, alors que c'est des choses quand même très très positives globalement, qui peuvent devenir une obligation diffuse et implicite de ne jamais interrompre ni en finir avec l'activité sexuelle, quel que soit notre état de santé, notre âge, notre statut conjugal, quoi. Et je trouve que ça va bien avec la conclusion que je faisais dans le dernier épisode de la première saison, donc l'épisode de décembre 2023, où à la fin je parlais aussi d'une baisse dans mon désir ou dans mon envie d'exploration aussi, et le fait que dans le podcast je montrais aussi qu'une facette de moi-même et que ça pouvait être un miroir grossissant, et que je sais très bien que c'est quelque chose auquel on participe dans ce podcast en parlant beaucoup de sexualité, de potentiellement mettre cette... on peut participer à créer une pression, à se dire en mode on en parle, on n'arrête pas d'en parler et tout, et que du coup potentiellement les gens se disent oula, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que mes désirs sont pas assez extravagants ou assez forts, ou enfin j'en sais rien, et de ce dont on a déjà beaucoup parlé avec notamment le livre Je jouis comme je suis. Enfin, on a eu plein d'occasions de réinterroger cette norme, mais juste le fait de faire un podcast dont un des des sujets principaux c'est la sexualité, ça amène à cette conséquence possible, quoi. Ouais, c'est vrai que tu l'avais dit. Non, mais et toujours dans cette idée du coup de changement en fait de regard sur la sexualité, et de médicalisation en fait de l'approche qu'on a de la sexualité, le désir hypoactif, donc le désir faible, de faible intensité ou inexistant, est entré dans la catégorie des troubles du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM. Le fameux. En 1980, et défini comme une déficience ou une absence de fantaisie imaginative d'ordre sexuel ou de désir d'activité sexuelle. Donc ça a été vraiment considéré à un moment comme une maladie, pathologie. Ça, je trouve que ça peut être pertinent à l'échelle d'une vie, de dire quelqu'un qui a toujours été et qui tout à coup, ça peut être pas forcément un truc qui permet de dire c'est bon, mais peut-être mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, de dire quelqu'un qui a eu des désirs en général et tout à coup un gros problème de libido, peut-être que c'est un symptôme que quelque chose qui s'est passé quelque chose. Je trouve que c'est pas inintéressant d'y penser ou d'y réfléchir, à se dire qu'est-ce qui s'est passé. Si à un moment donné il y a une baisse, mais c'est différent de la sexualité, d'avoir à des moments des changements de désir, même si aussi notre sexualité peut évoluer au fil du temps, comme le fait d'un moment, moi maintenant je dis que je suis bi et c'était pas le cas tout le temps, j'ai pas l'impression que ça rend pas valable mon passé hétéro. Je pense qu'aussi la sexualité c'est quelque chose qui fluctue, et que si à un moment donné se dire et se nommer asexuel, ça rentre là-dedans. Évidemment, après, tout est complexe. Évidemment, il y a il y a plein de portes. Et si quelque chose, en plus, il y a un grand changement dans quelque chose qui était très fort en soi, on peut se poser la question. C'est aussi différent que potentiellement d'avoir toujours eu une absence ou un très faible désir, ce qui, je pense, ne rend pas invalide le fait que les choses puissent aussi changer dans la vie. Après, je suis pas professionnelle de santé ou psychologue. Après, il faut voir aussi quel est le retentissement sur les autres sphères de la vie. Est-ce que ça rend la personne très malheureuse ou pas ? Oui, c'est la souffrance aussi qui est c'est un peu le compromis qui a été atteint justement en 2013, parce que il y a des associations qui ont commencé à se mobiliser pour revendiquer en fait le fait d'avoir le droit d'être asexuel. Et en fait, l'association américaine de psychiatrie a accepté en 2013 du coup de reconnaître la sexualité comme une orientation sexuelle et non plus comme une pathologie, à partir du moment où cette asexualité n'est pas source de souffrance pour la personne concernée, et que la personne s'identifie explicitement comme asexuelle, et que c'est pas juste qu'elle subit pas juste, qu'elle est pas c'est quelque chose qu'on appose sur elle pour ou et à ses dépens, ou je veux dire sans en avoir envie, ou bien qu'elle se sent frustrée ou en incapacité de faire quelque chose dont elle aurait envie, ou bien en très mauvais état de santé par ailleurs, psychique, quoi. C'est la question de la souffrance, c'est toujours la même chose, c'est toujours ça. Et du coup, au niveau des chiffres, ça représente à peu près 1% de la population, selon des chiffres qu'il faudrait fiabiliser, parce que c'est un peu dur d'avoir des données là-dessus. Et puis, à peu près, donc c'était dans l'article, 60% de femmes et 40% d'hommes. Et quand on creuse un peu, c'est plutôt un certain type en fait de sexualité qui est rejeté. Donc c'est ce qui ressortait des entretiens, la sexualité plutôt pénétrative,
conjugale un peu classique entre guillemets, vécue presque comme obligatoire, surtout par des femmes qui en fait étaient passées d'un statut hétérosexuel avec une vie très hétéronormée quoi, à cette revendication de la sexualité. Donc là c'était plutôt pour ce groupe-là. Et en fait, ça fait écho à d'autres stats, notamment de l'étude Contexte de la sexualité en France, donc, qui a été menée en 2008, qui montrait en fait que 42,3% des femmes interrogées s'étaient parfois adonnées à des relations sexuelles sans désir pour satisfaire leur partenaire, contre seulement 22% des hommes. Donc là, on voit qu'il y a une forme de déséquilibre quand même qui est assez clair. Et du coup, la catégorie d'asexualité peut fonctionner comme un refuge face à une sexualité qui est vue comme contraignante ou source de stress ou de mal-être, et permettre à des personnes qui se sentent en décalage par rapport aux attentes qui pèsent sur elles dans la société de s'affirmer autrement que par la mise en scène de leurs désirs sexuels, et de trouver des espaces de discussion du coup avec des personnes qui se sentent comme elles en décalage avec cette injonction-là, quoi. Et pour élargir un peu le traitement du sujet, on peut faire le lien avec une autre représentation centrale sur le désir, celle que l'idée que le désir est spontané, qui ne se contrôle pas, qui jaillit de nulle part. Et en fait, ce mythe du désir spontané, en tout cas sexuel, cache des représentations genrées du désir sexuel et un certain nombre d'injonctions qui sont sources de contraintes. Et donc là, c'est un autre article, et promis, c'est le dernier, de Cécile Thomé, qui a été republié dans la Revue française de sociologie en 2022, qui s'appelle « Dans les coulisses du désir spontané, sexualité hétérosexuelle, travail des femmes et ordre du genre ». Waouh, un beau programme. C'est un programme, mais cet article est vraiment excellent et je vous conseille de le lire vraiment si vous vous intéressez, si vous aimez bien lire de la bonne socio. Et en fait, elle parle de représentations sociales du désir masculin et féminin qui sont ancrées, même si ça évolue avec une vision un peu plus égalitaire actuellement des rapports hommes-femmes, diffusion de la notion de consentement, etc. Mais en fait, il y a une subsistance quand même de vision du désir masculin comme constant et comme des hommes qui auraient des besoins naturels des besoins sexuels naturels à assouvir. Et d'un autre côté, un désir féminin un peu plus changeant, un peu plus inconstant et qui doit être déclenché par quelque chose. Et en fait, cette injonction, les injonctions qui sont créées par cette vision-là, c'est d'une part pour les hommes une injonction de performative, désirant, de désirer, et qui rendent difficilement compréhensibles et acceptables les cas de refus masculin d'avoir un rapport sexuel ou d'être actif sexuellement. Et côté féminin, il y a quand même une persistance de l'inadéquation entre la féminité et un désir sexuel trop affirmé. Du coup, les hommes sont plus attachés à dans les relations hétérosexuelles, en tout cas, a priori, à la spontanéité du désir. Et les femmes, elles seraient en fait celles qui procureraient les conditions matérielles de la spontanéité. C'est-à-dire que, en fait, c'est finalement sur les femmes que va reposer un certain nombre de travaux, de tâches à effectuer pour que ce désir, la rencontre des deux désirs de manière spontanée dans la relation sexuelle soit possible. En fait, c'est tout un... Genre, le lit est prêt, la femme s'épile, elle se maquille, et met toutes les choses en place. Exactement. Okay. Et en fait, c'est ça, il y a plusieurs dimensions. Il y a le travail sur l'apparence physique, sur le corps de la femme, qui est beaucoup plus important que sur celui de l'homme. Il y a la charge de la contraception, pour rendre son corps infertile, en fait, et permettre le rapport dès lors que le désir se présentera. Manifeste, Et troisièmement, la planification des moments en amoureux, des moments propices. Faire un date, organiser un resto en étant en mode après c'est le bon moment. D'autant plus à partir du moment où il y a des enfants dans le couple et où recréer, prendre une babysitter. C'est ça, qui est plutôt un travail domestique et du coup plutôt féminin. Et puis enfin un travail émotionnel qui est assez important. Il s'agit en fait d'éprouver du désir au bon moment. Et de s'assurer que les émotions des deux partenaires, en particulier leurs désirs, vont s'accorder et que cet accord se fasse au bon moment, quoi. Et c'est plutôt s'assurer que personne n'est en colère, pas se mettre en colère parce que là c'est le moment. Oui. C'est ça. Et du coup c'est André Bégin qui parle de spontanéité programmée pour les femmes.
qui en fait signifie que ça va être spontané, c'est être spontané en ne cessant de programmer ses comportements pour en fait être disponible. Et en fait, tout ça conduit au fait que l'injonction qui pèse sur les femmes, c'est celle de se rendre disponible pour le désir de l'homme quand il jaillira quand il est prêt. Majestueusement, quoi. Je pense que ça fera des belles discussions dans le live. Je vous renvoie aussi à une de nos bibles, en tout cas à Aurore et à moi, qui prend un angle de vue qui n'est pas du tout politique, qui est plutôt en mode psychologique, dev perso, santé. Elle est, pas dev perso, je sais pas trop, parce qu'elle est quand même. Oui, elle est professionnelle de santé. Ouais, bon, c'est ça. Bon, mais c'est Je jouis comme je suis, dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, et qui parle de toutes ces questions de désir spontané, vs désir réactif, des accélérateurs et des freins sexuels, des visions qu'on peut avoir sur potentiellement il y a des questions genrées de à qui on croit qu'il y a beaucoup d'accélérateurs, à qui on croit qu'il y a beaucoup de freins, et comment nous on se situe par rapport à tout ça. C'est une version c'est une vision beaucoup plus individuelle et pas politique, mais qui à un niveau individuel peut permettre aussi de se placer et de déconstruire certaines choses sur la manière dont on voit son désir, son plaisir et qu'est-ce qui importe et tout. Donc c'est aussi une ressource qu'on remettra, puisque Aurore a même dit dans un des épisodes que si elle pouvait plaider pour quelque chose, c'est que tout le monde lise ce livre. Donc je refais de la pub. Et aussi pour le live, on a décidé que du coup on faisait un live en juillet parce que ça fait 3 fois qu'on en parle. Mais s'il y a des personnes, parce qu'on sait qu'avec la sexualité on parle de quelque chose pour lequel on n'est pas concerné, mais que c'est intéressant de visibiliser aussi autre chose que d'autres situations que nos situations à nous. Mais du coup, si jamais vous êtes concerné, ça peut être et que vous voulez témoigner, apporter aussi des ajouts, ou des corrections ou quoi. À cet épisode, n'hésitez pas à nous envoyer des vocaux, à venir dans le live, à en parler avec nous. Ce serait avec plaisir. Ouais, et puis déjà, ce qu'on voulait vous dire. Avant de nous envoyer les vocaux pour corriger, c'est vous êtes valide et légitime. Oui, ça, on espère que ce message est passé. Non, mais c'est important. Et puis j'ai découvert du coup en faisant des recherches des sites, des forums en fait qui sont ceux de la communauté asexuelle telle qu'elle existe en France. On peut vous mettre des ressources. On pourra les mettre en lien aussi parce que ça reste quand même un sujet qui est difficile à aborder, de dire, parce que c'est les relations sexuelles et sa sexualité, en fait, c'est un objet de sociabilité, quoi. On va parler de ses relations, on va parler de ses désirs, etc. Et quand on n'en a pas, on est coupé d'une certaine... Et même à l'intérieur de cette... on a dit que ça fait du débat, mais de cette communauté LGBT, on parle toujours de ses désirs en tout cas dans ce que ça apporte en plus ou de différent, en mode, en fait, je désire d'autres personnes, ou je désire... mais de dire je désire pas ou moins, c'est un autre angle que potentiellement... les autres personnes à l'intérieur de ces communautés. Bon, on va terminer là cet épisode qui était finalement long, même en étant que 3. On n'a pas de problème à parler. Très bien. Merci de nous avoir écoutés. Dans les notes du podcast, il y a la date déjà du live qu'on ne connaît pas encore, mais que vous connaissez. On communique aussi sur le live sur l'Insta du Bisoudrome, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Aussi, c'est là-bas que vous pouvez nous envoyer des vocaux, des messages de toutes sortes, réagir. Si vous envoyez des vocaux, il y a moyen qu'on les passe pendant le live. Comme ça, même si vous ne pouvez pas venir au live, mais que vous voulez témoigner sur l'un ou l'autre sujet, n'hésitez pas. On est aussi quelques-uns à avoir des Insta personnels, moi, Lélina Kous, mais peut-être je vais bientôt changer de nom, mais bon, pour l'instant c'est ça, un petit peu. Petite idée. Lovela qui a aussi un Insta et Xan qui a aussi un Insta. Donc si vous voulez parler, Lovela et Xan n'étaient pas dans cet épisode, mais ils sont là dans le podcast et d'autres épisodes. Si vous voulez nous parler à nous tout seul, vous pouvez. N'hésitez pas à nous laisser des petits coms, à nous parler et à venir avec nous discuter en live. C'est vraiment très chouette de discuter avec vous. C'est toujours quelque chose qui nous fait énormément plaisir. On a plein d'interactions. Et oui, c'est vraiment les lives, plus le temps passe et plus on est là en mode on veut jouer. C'est trop bien de jouer avec vous. Vous êtes trop chouette. Donc franchement, on prend beaucoup de plaisir à ça. Donc n'hésitez pas à venir avec nous joindre et jouer avec nous. Et voilà, c'est tout. D'ici la prochaine fois. Des bisous.
bisoudrame.